Amari luko kinto luku kintasa. Anani. Amari luko kinto luku kintasa. Anani. Kintasa bandela kimpakile niko vutukari akako. Ayaye, weri mauyaye. Ayaye, weri mauyaye. Ayaye, weri mauyaye. Ayaye, weri mauyaye. Maki Sosila. Mboa. Angela maugu nzola mesu. Nge uzola mau. Ane zola kwaku. Ikwanga kimpomba. Tsusuiko kele bayaya, tsusuiko kele, tsusuiko kele, unambanza kongwe. Tsusuiko kele bayaya, tsusuiko kele, mumambu wa miondoe. Betenge. Kipaki sobele bayaya, kipaki sobele, unambanza kongwe. Joël Photo. Kuwaka mabwiri bayaya, kuwaka mabwiri mbimba, kifumu kimanza kongwe charge modele. Baba yala mukipaki mbimba komi kudiembila bayaya, bakomi kudiembila, umaraka manganye. Betenge. Joël Photo. Ambiance à gougou, à Château Rouge, mon côté, hein. Yambula, kwanye yambula. Oyala kayala yambula. Alo yambula, kwanye yambula. Osala kasale, desale. Otomaka tomise, tomise. Alo yambula, kwanye yambula. Oyala kayala yambula. Alo yambula, kwanye yambula. Osala kasale, desale. Otomaka tomise, tomise. Ange muta damas. Ngela nsimi zilubak. Ake oke mbuga kwenye tuki. Keba kwa. Susupeti buiko kele mama. Aya, aya. Bakentu bakulu bonga bonga bisangala. Elo kwenda pumaza tukwenda. Akisalo kizola bakentu. Simba, Simba. Katula. Buka. Mama Nima. Mama ni maya kulu itolo kele moja mude makinu ofele ofele. Amulu mwana komo ditozila. Keba kwa mwe. Keba. Keba kwa mwe. Mama Nima. Bukwatashi. Mama ni maya kulu itolo kele moja mude makinu ngomolo ngomolo. Amulu mwana komo ditozila. Bukwata. Bukwatashi. Alu yambula kwanye yambula. Oyala kayala yambula. Emile Mukanya. Alu yambula kwanye yambula. Osala kasale esage. Adam Kongolo. Otomaka tomise tomise. Beber Ntuzi. Mbaki Malauka. Tekulu betu. Siputi kinasa mweni. Bakomele yango ya mpio. Yo. Roger Massamba, Chanas, sélection. Victoire. Apa tutuki, apa tukwenda, apa tukutuka kumbanza Kongo. Tuduluka nango, kumbanza Kongo. Nana shushu nanga, kumbanza Kongo. Yaya le vrai malien, kumbanza Kongo. Nana yo wayengo, mingi mingi. Lais, mayasi, zenganga mbo. Mulewa wili, mese mulewa.
José Congolo, FBI, Mermideko, la loi, la Katia Tipka, Somoa, Pesa, Pesa ambiance, Pesa, Pesa ambiance, Katia Volcan, Chichile Lokondo, Pesa, Elengia. Papa, attends, les qui a bien cas. Papa, Regos, Bachar, Loboko, Alfred Moubarak, Charlie Mayaoula, Kaka Yampio. Jean-Jacques Bayola, au club de Braza. Bana Braza. Braza. Bana Kinga. Bana Kinga. Vicky Dizolele, Topodikani, Pesa ambiance, Samali Makabi, Genesee, l'industriel, Foum dem Foum, patron des patrons, Samatron. Il faut toujours gommer les piti, Batoba Solo Waka bien tête. Yeah. Allez, allez. Donc en que 13 €, 14 heures. Donc ce soir, bien, ceux qui me suivent depuis les États-Unis, on va parler de la guerre d'indépendance des États-Unis. On ne va pas parler en fait des Américains eux-mêmes, on va parler des nôtres qui ont participé à cette guerre, les nôtres, des Noirs comme nous, des Africains, plus précisément des Bas-Congo. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les seuls, mais on va se focaliser sur eux. Donc aujourd'hui aussi, on reçoit un historien, un chercheur, son nom c'est Arsène Franklin Nganga. C'est un spécialiste des migrations bas Congo. Il a écrit des livres et moi j'ai quelques-uns de ses livres. Donc on va le faire entrer, il va s'introduire et on va commencer ce live très très important pour ceux qui sont des férus d'histoire, pour ceux qui veulent comprendre notre histoire à travers le monde. En tout cas, attachez vos ceintures parce que ça va décoller, ça va être chaud. Voilà. Bonjour, grand frère Arsène Franklin Nganga. Bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Alors, comment allez-vous en ce dimanche 25 juillet 2021? Ben, je me porte à merveille et c'est un plaisir aujourd'hui pour moi pour pouvoir rendre un témoignage sur des faits qui datent du XVIIIe siècle et qui concernent la naissance, le processus de naissance des États-Unis d'Amérique. Et avant vraiment qu'on ne rentre dans le vif du sujet, grand frère Arsène Nganga, comment on peut vous connaître? Comment votre introduction? Vous êtes un chercheur, vous êtes un historien, on aimerait en savoir un peu plus. Bon, je suis historien de formation, je suis aussi économiste de formation et mon domaine porte sur l'histoire ancienne, précisément sur l'histoire économique et spécialement sur la traite transatlantique des populations de l'Afrique centrale vers le continent américain. J'ai passé 6 mois de résidence de recherche sur la question de la traite négrière entre l'Afrique centrale et la Nouvelle-Angleterre, donc à partir de Boston jusque dans le New Hampshire. J'ai fait 6 mois de résidence de recherche à la Brown University de Providence, dans le Rhode Island. Mais je suis également chercheur associé au CERDOTOLA, le Centre d'études et de recherche sur les traditions et les langues africaines.
Je suis également conservateur du patrimoine, membre du Conseil international des sites et monuments historiques et écrivain, auteur de plusieurs articles scientifiques et d'ouvrages. Très bien. Et là, donc, le décor est planté. Et grand frère, on va commencer. Moi, je vais commencer par comprendre, en fait. Je veux comprendre, avant qu'on aille dans le fond, comment ces Bas-Congo-là, donc ces peuples venus d'Afrique centrale, s'enrôlent dans les armées patriotiques ou les armées de la couronne. On va commencer par leur présence en Amérique. Comment peut-on expliquer la présence de ces peuples venus d'Afrique centrale en Amérique? Bon, comme nous sommes sur la guerre d'indépendance des États-Unis, donc je veux m'exprimer sur la présence des Bas-Congo dans les 13 colonies. Dans les 13 colonies britanniques de l'Amérique du Nord qui vont se révolter contre la métropole, donc la Grande-Bretagne. Vous savez, les Européens sont arrivés sur le continent américain dans les années 1400 et quelques avec Christophe Colomb, pour le compte d'abord de l'Espagne. Ensuite, il y a eu les Portugais qui ont occupé le Brésil en 1500 et les Anglais vont occuper quelques îles de la Caraïbe, notamment la Barbade et la Jamaïque, et ensuite progressivement le nord de l'Amérique. Ils vont chercher à valoriser ce continent du point de vue économique. Ils ont essayé avec les Indiens, ça n'a pas pu. Après, ils se sont tournés vers l'Afrique. Et c'est dans ce contexte que les Congo vont se retrouver outre-Atlantique. D'abord déportés par les Portugais au début de la traite. Et comme l'Espagne n'avait pas une compagnie négrière, les Portugais ont transporté des esclaves pour le compte de l'Espagne. Ensuite, les Français, les Néerlandais et les Anglais vont rentrer dans ce commerce négrier. Et ce sont les Anglais et les Néerlandais qui vont ramener d'abord les Bas-Congo en Amérique du Nord, ensuite les Français au niveau de la Louisiane. Mais les Néerlandais, on peut dire que ce sont les Néerlandais qui ont été les premiers à ramener les Bas-Congo sur le continent américain parce qu'ils ont beaucoup fourni des esclaves en Virginie et ils ont ramené les premiers esclaves qui vont ramener sur le continent américain à la Nouvelle-Amsterdam. Ça sera en 1626. Et maintenant, les Anglais ramènent leurs premiers esclaves de l'Afrique centrale en 1619. Mais ce sont des esclaves qui venaient d'un bateau que des pirates anglais avaient piraté au niveau de Veracruz, et aujourd'hui le Mexique, et qui vont ramener en Virginie en 1619. Donc c'est dans le contexte de la traite transatlantique que les Bas-Congo se sont retrouvés en Amérique du Nord. Et j'aimerais qu'on précise, quand on parle des Bas-Congo, en fait, on parle de ces Africains qui appartenaient au Royaume Congo, donc avec des pays comme l'Angola, le Gabon. L'Angola, le Gabon et même la Namibie, parce que les limites exactes du Royaume Congo ne sont pas connues. Les Portugais nous ont rapporté les limites du Royaume Congo à moitié parce qu'ils étaient limités sur les réalités de la côte. Même dans certaines cartes anciennes du Royaume Congo, le Gabon, la partie du Gabon n'apparaît même pas. Or, avec les dernières fouilles archéologiques, en se basant sur les dernières fouilles archéologiques du projet Congo King et en se basant sur la tradition orale, le Royaume Congo comprenait également une partie du nord de la Namibie. Et même le Kalahari, puisque le Kalahari, quand vous lisez mon livre sur les peuples et civilisations Congo dans le sud du Gabon, Kalahari c'est un toponyme Congo. C'est Kala-Djahari. C'est dans vous retrouvez le sens dans une sous-langue du groupe Kikongo, la signification du mot Kalahari. Donc, quand on se base sur la tradition orale, on peut rallonger le Royaume Congo jusqu'au Kalahari. Et même la colonie, le Ndongo, qui deviendra la colonie de l'Angola, qui était un vassal, au départ, ils ont la même migration. Et du point de vue linguistique, le Kikongo n'est qu'une évolution linguistique du Kimbundu.
Donc, quand on quand on rentre en profondeur, même les habitants de la colonie de l'Angola, ce sont des Congos. Et qu'on voit en scène, hein, je vais faire une petite parenthèse, hein, je vais faire une petite parenthèse parce que même moi, dans mes recherches, j'ai cru comprendre que même la Zambie faisait partie du royaume Congo. Parce que Bon, les pas Zambies- toute la Zambie, une partie de la Zambie. Ça c'est probable, mais il faut le démontrer à partir de la linguistique, la conscience collective. La conscience collective est une source d'information également sur le passé. Ok, ok, ok. Maintenant, donc, ces Africains donc, se retrouvent en Amérique. Est-ce qu'il y a un point bien précis? Parce qu'on va parler des 13 colonies, c'est important. Oui, les 13 colonies. Est-ce qu'ils se retrouvent tous dans toutes ces 13 colonies ou il y a un foyer de concentration bien précis? Est-ce que c'est en Virginie? Bon, ils étaient dans toutes les 13 colonies, mais il y avait un foyer où il y avait ils étaient majoritaires pendant un certain temps et ils étaient quasi majoritaires bien à la veille de la Révolution. Bon, on commence par la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, donc je prends le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island. Et au niveau du Massachusetts, au niveau des archives judiciaires du Massachusetts, on retrouve des esclaves appelés Angola, qui possédaient des esclaves émancipés appelés Angola dans le comté de Suffolk à la fin du XVIIe siècle. Ah, dans le comté de Suffolk. Oui, dans le Massachusetts, on trouve des archives où on cite des esclaves émancipés avec le nom d'Angola. Ouh là là. Et dans le Rhode Island, on a retrouvé des Nkisi à Newport. Des Nkisi à Newport, et ces Nkisi sont aujourd'hui exposés au Smithsonian. Mais lors de ma résidence de recherche à la Brown University, en se basant sur les archives que j'avais en face de moi, et en se basant aussi sur les archives des navires que l'on retrouve sur la base de données de l'Emory University, il y a eu à peu près 20% d'Africains originaires du Royaume Congo en Nouvelle-Angleterre. 20%. Et on revient maintenant à New York. New York était d'abord une possession hollandaise. C'était la colonie de la Nouvelle-Néerlande. Et cette colonie de la Nouvelle-Néerlande comprenait à peu près le Connecticut, l'actuel état de New York, la Pennsylvanie et le Delaware. Et la capitale se trouvait sur l'île de Manhattan, c'était la Nouvelle-Amsterdam. Les premiers esclaves qui arrivent à la Nouvelle-Amsterdam arrivent en 1626. Et ces esclaves sont partis du royaume, de la colonie de l'Angola et du royaume Congo. Et on peut retracer la présence des Congos à la Nouvelle-Amsterdam entre 1626 et 1664, parce que c'est en 1664 que les Anglais ravissent la colonie. Mais entre 1626 et 1664, les esclaves à la Nouvelle-Néerlande étaient baptisés à l'église protestante hollandaise. Et le registre des baptêmes indiquait les origines ethniques de ces esclaves-là. Or, ce registre-là existe encore à la New Netherlands Research Institute qui se trouve à Albany, dans l'état de New York. Et ce registre des baptêmes a été même cité par le professeur Frijhoff, le professeur qui est professeur émérite, qui enseigne à l'université Erasme de Rotterdam, qui a écrit un livre biographique sur l'évêque de l'église hollandaise à la Nouvelle-Amsterdam qui s'appelait Dominique Bogardus. Et il a compilé ce registre des baptêmes. Or, dans le registre des baptêmes, entre 1626 et 1664, la majorité des origines ethniques des esclaves indiquent Congo, puisque les esclaves à la Nouvelle-Hollandaise s'appelaient par exemple Anna van Angola. Ça veut dire que l'esclave, je prends d'abord Jacob de Gerrit de Reus van Angola. Ça veut dire que l'esclave appartient à de Gerrit de Reus et il est originaire de l'Angola. Or, le registre des baptêmes qui existe encore aujourd'hui à Albany, la majorité des origines ethniques indiquent Congo et Angola. On retrouve aussi Van Luango.
Et dans l'ouvrage du professeur Cynthia Van Zandt, qui enseigne à l'université du New Hampshire, dans son ouvrage sur les rapports interculturels en Amérique du Nord précoloniale, elle dit qu'on parlait Kikongo à New York au XVIIe siècle. Donc la majorité des Africains, la majorité des Africains, sur la base des archives que l'on peut consulter, le New Netherlands Research Institute, c'est un institut qui conserve les archives de la période hollandaise en Amérique du Nord, qui avait pour capitale la Nouvelle-Amsterdam, qui va devenir New York. Sur la base de ces archives-là, et les Bakongo constituent à peu près 60 à 70% des Africains du New York colonial d'avant l'arrivée des Anglais. Et on retrouve des traces que même à l'époque ils parlaient le Kikongo. Oui, plus que dans l'ouvrage de Cynthia Van Zandt, dans son ouvrage écrit en 2008 sur les rapports interculturels en Amérique du Nord, elle dit qu'on parlait Kikongo à New York au XVIIe siècle. Ça c'est des choses à savoir. Et même le premier mariage africain qui a été enregistré à l'église réformée protestante des Hollandais à la Nouvelle-Amsterdam, c'est un mariage des esclaves émancipés Bakongo. Ça c'est des choses à savoir. Donc la majorité ethnique du centre, la majorité ethnique avant 1664, entre 1626 et 1664, dans le Connecticut, le Delaware, l'actuel état de New York, c'est la majorité entre 60 et 70%, c'était des Bakongo et des Mbundu. Les Mbundu, c'est les habitants de la colline de l'Angola. Mais ce sont des Congos aussi, parce que quand on va dans l'historique, et ils ont les mêmes origines. Le Kimbundu, le Kikongo, c'est une évolution linguistique du Kimbundu. Maintenant, à partir de 1664, quand les Anglais ravissent la Nouvelle-Amsterdam, à partir de 1664, la Nouvelle-Amsterdam devient New York, en mémoire du duc d'York. Et ça va s'appeler maintenant les colonies du milieu, puisque les Anglais vont occuper aussi la Virginie, le Maryland et la Caroline du Sud jusqu'à la Géorgie. Donc la zone qui s'appelait la Nouvelle Néerlande va devenir colonie du milieu. Donc pendant l'administration anglaise, vous savez que les colons anglais avaient la politique de l'assimilation. Les esclaves seront anglicisés, les noms seront anglicisés. Et même certains Hollandais qui sont restés dans la colonie, ils vont angliciser leur nom. Donc tous ces Africains, il y aura une très forte anglicisation. Il sera maintenant difficile d'individualiser Congo, Sénégal. Mais à partir du trafic des navires, à partir du registre des navires, on a pu évaluer à peu près, on sait qu'il y a eu à peu près 30% des esclaves, puisque dans l'ouvrage du défunt professeur Ira Berlin, qui enseignait à l'université du Maryland, dans un ouvrage publié en 2005, Slavery New York, publié à New York Press, dans cet ouvrage-là, il y a une carte démographique de New York jusqu'à la veille de la guerre d'indépendance. Au moins à peu près 30% des esclaves africains étaient originaires de l'Afrique centrale, mais plus particulièrement du Royaume-Congo. Et le reste, c'était la Sénégambie, la Côte d'Or. Donc, à partir de la carte démographique publiée par le professeur Ira Berlin dans son livre Slavery New York, nous pouvons retrouver l'ethnicité dans les colonies du centre. Et également dans les documents de la Williamsburg Foundation, on retrouve aussi le pourcentage ethnique des Africains dans les colonies du milieu. Ça, c'est des choses à savoir, c'est tellement puissant. Et quand on va en Pennsylvanie, le lieu de vente des esclaves s'appelait Congo Square. L'endroit où le marché de vente des esclaves, on appelait Congo Square à cause de la supériorité numérique des Bakongo. Congo Square, actuellement à Philadelphie,
Ça a été débaptisé. Actuellement, à Philadelphie, cette Congo Square s'appelle Washington Square Park. Et dans un ouvrage de Martha Iman, elle nous dit que au XVIIIe siècle, la plupart des marins au port de Philadelphie étaient appelés Congo. Quand on descend dans le Delaware, quand on descend dans le Delaware, dans le Delaware, il y a une ville qui s'appelle Angola. Si vous allez sur Google, vous tapez Angola in Delaware. Il y a une ville qui s'appelle Angola. Ça, je connais. Ça indique... Qui nous suivent aller checker, parce que, aller vérifier. Oui. Mais tu sais, grand frère, moi, le seul Congo Square que je connaissais, c'est le Congo Square de la nouvelle, dans la Louisiane. Il y a Congo Corner, même à Lexington, en Alabama. Il y a d'autres Congo Corner, Congo Place. Ok. Donc, quand on descend dans le Delaware, on retrouve la ville d'Angola. Et c'est cette ville-là, dans les archives, on nous dit que le nom Angola, c'était par rapport à la supériorité numérique des esclaves venant de la colonie de l'Angola. Quand on descend dans la baie de Chesapeake, le Maryland et la Virginie, le premier navire qui arrive en Virginie est arrivé en août 1619. Ce sont des pirates anglais de la Virginie qui avaient piraté un navire portugais à Veracruz, qui ont ramené des esclaves, les premiers esclaves en Virginie, en 1619. Grand frère Arsène Ganga, on va faire une pause, parce qu'il faut bien comprendre ça. Ça veut dire qu'à l'époque, ce sont les Portugais qui ont accès aux côtes du Royaume Congo. Donc, c'est eux qui ont des navires qui vont prendre les Congos. Au 15e siècle. Mais le problème, c'est que les Anglais arrivent en Afrique centrale à peu près en 1620. Mais entre eux, ils se font la guerre parce qu'ils se piquent les navires, en fait. Oui, mais il y a aussi il y a le royaume de Luango, vassal du royaume Congo, qui va ouvrir ses côtes aux autres nations. Les Portugais se sont accaparés des côtes du royaume Congo et de la colonie de l'Angola. Est-ce qu'ils ont vraiment ouvert leurs côtes ou bien ils ont été forcés, en fait, ils ont été contraints? Non, c'était une guerre commerciale. Donc, les Anglais, les Français, les Hollandais n'ont pas vraiment, non, je peux dire, n'ont pas trafiqué sur les côtes de l'Angola et du Royaume Congo. Ils étaient à Luango. Parce que le roi du Luango avait ouvert ses côtes aux étrangers avec d'abord les Néerlandais en 1630. Mais les Anglais arrivent à peu près au même moment. Donc, les Hollandais, les Français et les Anglais ont trafiqué au niveau de Cabinda, Malemba, Luango et les côtes du Gabon. Mais l'historienne anglaise Phyllis Martin nous dit que les Anglais allaient utiliser des trafiquants pour aller puiser des esclaves au Royaume Congo, mais ils les faisaient sortir par le Royaume de Luango. Et aujourd'hui, quand vous arrivez sur la baie de Luango, il y a des pistes, on vous montrera, il y a des pistes qui vont au Gabon et la piste qui va au Cabinda. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de faire partie de l'équipe de la reconstitution du tracé de la route des esclaves au Congo pour le compte du ministère du Tourisme à l'époque, en 2016, quand j'étais consultant au ministère du Tourisme à cette époque. Et grand frère, je vais faire une parenthèse pour bien comprendre. Le Cabinda, en fait. Le Cabinda était considéré comme étant un territoire congolais, un territoire anglais de la RDC ou un territoire congolais de Brazzaville. Pendant la période précoloniale, le Cabinda était dans le Luango. Mais le Luango ne figure pas dans les archives avant le 15e siècle. Le Luango était toute une province du Royaume Congo qui est devenue indépendante avec la traite négrière. Comme le Kakongo, le Ngoyo, c'était des provinces du Royaume Congo qui sont devenues indépendantes. Donc le Cabinda était dans le Luango. Voilà pourquoi vous retrouvez beaucoup de cabinets d'ailleurs à Pointe-Noire qui parlent le Vili. Qui parlent le Vili, exactement. Oui. Qui parlent le Vili, exactement. Je suis allé à Pointe-Noire, ça remonte, mais je suis comme allé à Pointe-Noire. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu... Je dis, mais attends. En tout cas, là les choses commencent à s'éclaircir. Donc, grand frère Arsène Ganga, maintenant, ce que je veux savoir, c'est que ces Africains qui arrivent en Amérique, l'histoire nous dit qu'ils ne vont pas se laisser faire, ils vont rentrer dans des révoltes. Oui. Et l'une, moi, des révoltes que je connais qui est la plus célèbre, c'est la révolte de Stono. Peut-être que je suis sûr que toi, en tant qu'historien, tu connais les autres révoltes. Est-ce que c'est Stono qui donne le là à toutes les autres révoltes?
Non, mais la révolte de Stono a été déclenchée par rapport au contexte de la Caroline du Sud. Oui, parce que c'était des esclaves. C'était en 1700, la révolte de Stono, c'est en 1739. Oui. Mais avant 1739, il y a eu des révoltes en Amérique. Nzumbi, c'est bien avant 1739. Ah, ok, parce qu'on fait cette confusion des fois. Oui, mais ce qui est clair, c'est que la plupart des révoltes dans les Amériques ont été conduites par des esclaves congos. Bon, pas toutes les révoltes, mais la majorité des révoltes. La majorité des révoltes. La majorité des révoltes. Parce que parfois, tu peux en citer quelques-unes de ces révoltes. Bon, il y a le mouvement, par exemple, de Macandal à Saint-Domingue. Le mouvement de Macandal à Saint-Domingue, qui peut être considéré comme après le mouvement de Padre Jean, dont les origines ethniques ne sont pas connues. C'est le mouvement de Macandal. Il y a eu une révolte à New York aussi. Il y a eu des révoltes à New York. Il y a eu la révolte de Nat Turner en Virginie, où 20% des esclaves étaient des Congos. Au Brésil, au Brésil, à part le mouvement de Nzumbi, dans d'autres provinces, nous avons eu aussi des révoltes. Et comment on appelle, en Jamaïque aussi, il y a eu des révoltes. Tout à fait, tout à fait. Et je rappelle que Macandal, en fait, c'est un nom très Congo, en fait. Oui, dans les origines Congo d'Haïti, j'ai précisé que le nom c'est Makandala. Mais les locuteurs du français, avec la prononciation française, ont perdu la dernière lettre, A. Au lieu de prononcer Makandala, ils ont prononcé Makandal. Parce que moi, quand je faisais mes recherches, j'ai découvert par exemple Macandal. Moi, j'ai fait le rapprochement avec des noms que je vois jusqu'aujourd'hui dans les deux Congos, comme par exemple Iakanda, Makanda. Bon, vous savez, il faut avoir une démarche scientifique. On n'imagine pas l'histoire. Oui, hein, il y a des méthodes linguistiques où on peut faire une étude sur les changements phonologiques ou les changements morphologiques d'un nom. Non, ça se comprend. Ça se comprend. Voilà. Donc, pour terminer, pour boucler votre question, donc au niveau de la Virginie, entre 1619, l'arrivée du premier navire en provenance, qui était des captifs de la colonie de l'Angola, entre 1619 et 1661, la Virginie et le Maryland, c'était plus des serviteurs sous contrat. Bon, c'était de l'esclavage caché, c'est-à-dire que c'était des Noirs qui ont débarqué et ils avaient des contrats de travail. Et ils devenaient affranchis après à peu près 7 ans. C'est à partir de 1661 que la traite négrière commence vraiment en Virginie et au Maryland. Mais entre 1619 et 1661, la majorité avait des noms lusophones. Ils venaient de la baie du Bénin et du Royaume Congo. Et d'ailleurs, le premier noir a été élu. Le premier noir a été élu à l'Assemblée coloniale du Maryland, Mathias de Souza, est considéré comme étant un Africain originaire de la colonie de l'Angola. Donc il faut préciser qu'ils ont des noms lusophones. Oui, ils ont des noms lusophones. Parce qu'ils ont été baptisés. Ouais, ils étaient là pour la plupart, parce que les Anglais, quand vous voyez la Barbade, la plupart des esclaves, ils ont emmené à la Barbade, ils ont emmené en Virginie. Les Anglais, c'était des pirates, ils étaient en train d'attaquer des navires portugais, ils ravissaient, ils récupéraient des captifs qu'ils ramenaient au niveau de la baie de Chesapeake. Donc le Maryland et la Virginie. C'est en 1661 et jusqu'à la veille de la Révolution qu'il y a eu la traite, vraiment la traite transatlantique en Virginie et dans le Maryland. Mais quand on lit Melville Erkowitz Cluster, il cite également la région du Congo comme étant une région d'origine des captifs de la Virginie par exemple. Et les Congos en Virginie, c'est surtout au niveau de York, dans le bassin de York, au niveau de York et à peu près l'ancienne capitale Williamsburg. Et j'aimerais savoir, juste par curiosité, quelle est la place de Fort Mosé dans tout ça? Bon, Fort Mose, c'est la Floride. La Floride ne fait pas partie des 13 colonies. Donc on ne peut pas évoluer, on peut pas parler de Fort Mose dans l'histoire de la guerre d'indépendance des États-Unis. Parce que la Floride en 1700, pendant les prémices même de la Révolution, à partir de 1765 jusqu'au début
jusqu'à la déclaration d'indépendance en juillet 1776, la Floride ne faisait pas partie des 13 colonies. Ce n'est que bien après, avec la naissance des États-Unis, que la Floride, une partie de la Floride, on va créer une partie de la Floride qui était en fait une partie de la Géorgie. Voilà. Et donc maintenant, on a planté le décor d'un point de vue démographique, hein, cette démographie historique. Maintenant, j'aimerais qu'on parle. Qu'est-ce que la révolution américaine dans sa temporalité? Qu'est-ce que c'est la révolution? Bon, la révolution américaine c'est un processus, c'est une révolte, un changement idéologique, politique, économique et militaire des 13 colonies britanniques de l'Amérique du Nord qui n'ont pas accepté l'imposition unilatérale des taxes, de la fiscalité. Il y avait d'ailleurs une devise, pas d'imposition d'impôts sans représentation. Donc les colons américains n'avaient pas accepté des impositions au niveau de la fiscalité et au niveau politique, sans pourtant être représentés au Parlement de la métropole à Londres. Donc il y aura des contradictions entre la métropole et les colons, et ça va entraîner un mouvement de mécontentement, et chaque colonie va commencer à créer sa milice, et il y aura maintenant le sabotage des symboles de la métropole au niveau des 13 colonies, jusqu'à ce qu'on ait imposé des taxes sur le thé. Ça va entraîner le Boston Tea Party, où les colons vont jeter le thé anglais au large de Boston, et ça va entraîner ce qu'on appelle la guerre d'indépendance des États-Unis. Il y a d'abord la déclaration, en juillet 1776, il y aura une déclaration d'indépendance, et c'est en fait officiellement le début de la guerre d'indépendance ou la révolution américaine. Donc c'est une révolte des colons contre la métropole. Les colons des 13 colonies contre la métropole. Donc il y aura, les belligérants seront constitués de l'armée continentale, donc l'armée des colons, l'armée continentale qu'on appelle également les patriotes ou les rebelles, sous l'autorité militaire du général George Washington. Et ensuite il y a les loyalistes, donc l'armée britannique, dont le plus célèbre général, c'est le général Henry Clinton, qui est resté longtemps à New York, parce que New York c'était le point fort, c'était même le quartier général des Anglais qu'ils ont occupé jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Et dans tout ça, à ce moment-là, les Africains qui sont là, qu'est-ce que ça représente pour eux? Bon, il y a une historiographie qui dit que pendant que les colons se battaient pendant la Révolution américaine, les Noirs sont restés dans l'esclavage. Ce qui est faux. Parce que à la veille de la guerre d'indépendance des États-Unis, il y avait 2 millions d'habitants dans les 13 colonies. 20% des 2 millions étaient des Africains. Or, dans l'ouvrage de Malcolm Joss Lee, il y a une lettre du général George Washington au colonel Henry Lee. Cette lettre date de 1775. Dans cette lettre, le général George Washington, l'ouvrage de Malcolm Joss Lee a été publié à Yale University Press en 2018. Dans ce livre, donc, on retrouve une lettre du général George Washington au colonel Henry Lee qui dit que celui qui va gagner la guerre, c'est celui qui va utiliser le plus rapidement les Noirs. C'est celui qui va utiliser le plus rapidement les Noirs. Parce que pour faire la guerre, il faut avoir des moyens humains. Il faut avoir des moyens économiques. Donc, à part cette lettre de George Washington, qu'on retrouve dans le livre de Malcolm Joss Lee, il y a encore une lettre du général James Mitchell Varnum dans le Rhode Island. Il s'adresse au général George Washington en 1778 pour constituer d'autres régiments qui vont aller sur le front. Mais le général James Mitchell Varnum, qui s'adresse au général George Washington, dit qu'il faut constituer d'autres régiments, mais ça doit être des régiments des Noirs. Maintenant, moi j'aimerais savoir pourquoi
Bon, c'est pas tout. En 1775, le gouverneur de la Virginie, Lord Dunmore, fait une déclaration que tous les esclaves qui vont rejoindre la couronne britannique, qui vont s'échapper des plantations des colons américains pour joindre la couronne britannique, ils vont devenir libres. Et on dit même que cette déclaration du gouverneur de la Virginie, à l'époque, en 1775, Lord Dunmore, précède même l'émancipation des esclaves qui est proclamée par Abraham Lincoln. Mais à part la déclaration de Dunmore, il y a encore une déclaration l'un des chefs militaires de l'armée britannique pendant la Révolution américaine, le général Sir Henry Clinton, qui était à New York, qui a fait une déclaration de Phillipsburg, qui est une déclaration si similaire à la déclaration de Lord Dunmore, qui demandait à tous les esclaves des colons britanniques qui pouvaient se réfugier à New York, qui devaient devenir libres. Voilà pourquoi New York était devenu un sanctuaire des esclaves qui ont rejoint l'armée. Et il y a eu, jusqu'à la fin de la Révolution américaine, il y a eu 20 000 Africains du côté de l'armée britannique, et il n'y a eu que 9 000 Africains du côté de l'armée de George Washington. Donc les Africains se sont retrouvés dans les colonnes, c'était pour le souci de la liberté. Mais ce n'était pas dans le souci de donner la liberté à l'Amérique. Non, c'était pour retrouver leur propre liberté, d'abord. Voilà pourquoi ils ont combattu. Parce que le fait déjà d'être rentré dans l'armée, ils devenaient libres, l'esclavage cessait. Donc c'est comme ça en fait que ces Africains Se sont retrouvés du côté de l'armée continentale de George Washington et du côté de l'armée loyaliste. Mais il y a un problème, c'est qu'en Caroline du Sud, les colons de la Caroline du Sud n'ont pas vraiment intégré les Noirs dans les colonnes. Ils les ont utilisés pour être des domestiques, pour être dans la construction, pour reconstruire les zones démolies. Parce que le sud des États, la Caroline du Sud et la Géorgie, ils étaient vraiment des conservateurs en matière d'esclavage. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs les causes de la guerre de sécession au 19e siècle. et moi ça m'a toujours, en faisant mes recherches, ça m'a choqué. Hein. Donc j'aimerais vraiment, grand frère, Arsène, que tu reviennes là-dessus. Parce que moi, quand je faisais mes recherches, je me disais, mais comment ça se fait que nous avons des Africains qui se retrouvent à la fois dans l'armée royaliste, donc attachés à la couronne d'Angleterre, et nous avons des Africains rattachés aux patriotes, donc aux 13 colonies. Comme moi, je m'attendais à ce que tous soient rattachés aux patriotes, en fait. Ben, c'est parce que la couronne britannique a été en 1775, par le biais de Lord Dunmore, le gouverneur de la Virginie de l'époque, avait fait une déclaration que tous les esclaves des colons américains qui viendront en Virginie vont devenir libres. Et Lord Dunmore va même créer le régiment éthiopien. Le régiment éthiopien, il va créer le régiment éthiopien où il va rassembler tous ces noirs-là. Et bien après, le général Henry Clinton fait la même déclaration qu'on appelle la déclaration de Phillipsburg. Voilà pourquoi il y a eu 20 000 Africains qui ont combattu pour l'armée britannique. Il n'y a eu que 9 000 pour l'armée américaine. Mais non, grand frère Arsène Nanga, nous qui avons fait, parce qu'on a fait l'université ici, on a fait un peu l'école ici pendant 10 ans. On nous parle de Frédéric Douglass, qui a été en fait le détonateur de la présence des Africains dans l'armée. C'est lui, soi-disant, qui va négocier avec, à l'époque, je ne sais plus c'est qui est le président, qui va négocier, qui dit qu'il faut faire rentrer les Africains dans l'armée afin de libérer le pays. Et par conséquent, nous aussi se libérer, nous les Noirs, en fait, avoir la liberté. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'erroné ou on nous l'apprend parce que... Non, Frédéric Douglass, je pense que là, nous sommes déjà... c'est après la guerre d'indépendance. Frédéric Douglass, je pense qu'il faut voir la guerre de sécession. D'accord. Parce que les Africains se sont retrouvés dans les colonnes. C'était parce que que ce soit les loyalistes ou l'armée continentale de George Washington,
ils avaient un besoin humain. Pas seulement pour combattre, mais on avait besoin des domestiques, on avait besoin des gens pour reconstruire. New York, les Anglais ont beaucoup utilisé les Noirs pour reconstruire New York pendant la guerre d'indépendance. Ok. Est-ce qu'il existe des grandes figures de ces Africains venus du centre et c'est pas Congo, des grandes figures héroïques qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il existe? Oui, il y a des grandes figures, mais vous savez, quand on écrit l'histoire, quand vous lisez l'histoire, même au niveau de l'histoire de l'Afrique, quand on parle de la colonisation, ces blancs-là n'ont pas auréolé, même quand vous allez dans la révolution haïtienne, ces blancs-là n'ont pas, dans leur historiographie, ils n'ont pas auréolé le rôle des Noirs. Il y a eu des héros africains, mais ils ne sont pas vraiment connus. Ils n'ont pas vraiment connu. Je vous donne l'exemple. Les Américains, l'armée continentale de George Washington, pendant la bataille de Yorktown, la dernière bataille de Yorktown, à la suite de laquelle les Anglais ont capitulé en 1781, en Virginie, la dernière bataille. Cette bataille, les Américains ont... Dans ces autres territoires, donc ils les ont pas redonnés. Non, les Anglais sont partis avec près de 3000 Noirs. Vous savez que George Washington avait aussi la réputation. Il était d'ailleurs un maître d'esclaves et ils étaient durs envers les Noirs. Donc ce sont les Anglais. Voilà pourquoi ce qui explique aussi qu'il y a eu plus de Noirs du côté des Britanniques. Tout à fait. Mais c'est quand même assez paradoxal. Moi je trouve que c'est paradoxal. Parce que les Britanniques aussi sont quand même des esclavagistes. Oui, mais le contexte, c'est le contexte. D'ailleurs, il y a eu un débat pendant les différents congrès continentaux qui a abouti à la naissance des États-Unis. Et le deuxième congrès continental avait même interdit l'importation des esclaves parce que ces colons américains se battaient pour retrouver la liberté. Mais entre-temps, à côté, vous avez des esclaves à qui vous privez la liberté. Il y avait cette contradiction-là. Et ils étaient d'ailleurs influencés par des philosophes comme John Locke et Thomas Hobbes, qui sont des grands pionniers de la philosophie de la liberté. Donc c'était le contexte. Pour l'intérêt général, il fallait utiliser ces noirs-là. Et il y a eu d'ailleurs, pour ne pas anticiper, il y a eu des batailles où des noirs, bien qu'ils étaient peut-être un quart de la force, il y a eu des batailles où des noirs ont constitué la force décisive pour la victoire. Parlons-en. Quelle bataille? À quel endroit, par exemple, des États-Unis? Bon, dans l'Atlas, il y a un atlas de l'histoire africaine-américaine où vous retrouvez la contribution de ces noirs-là pendant la guerre d'indépendance, mais c'est surtout dans le centre. C'est surtout dans le centre. Et le problème, c'est que, comme je vous ai dit au début, il y a eu une anglicisation avancée de ces noirs-là, qu'on ne peut pas, pendant la guerre, on ne pouvait pas les ethniciser. Pour dire que ce groupe-là vient du Sénégal, ceux-là viennent de la Gambie. C'est en se basant sur les statistiques démographiques de la veille de la guerre d'indépendance qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de Congo dans le centre. Donc New York, Pennsylvanie, Delaware, Connecticut et une partie de la Virginie. Mais on ne peut pas les individualiser. Il y a une association des vétérans, des vétérans africains-américains de la guerre d'indépendance. Ça s'appelle le NSSA. Le siège se trouve à Louisville, dans le Kentucky. Mais quand vous allez sur le site internet, ils sont considérés comme des descendants d'Africains. Et le problème qu'il y a eu dans les colonies britanniques, c'est différent. Quand vous allez dans les colonies portugaises ou espagnoles ou françaises, où on peut retrouver l'ethnicité. Regardez sur l'actuel territoire des États-Unis. C'est à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où on retrouve une forte activité du vaudou.
de la religion africaine. Donc tout le territoire des États-Unis, c'est en Louisiane. Mais la Louisiane était française et ensuite espagnole. Parce que le roi de France, qui était parenté au roi d'Espagne, avait ensuite, plus tard cédé la Louisiane à l'Espagne. Ce n'est qu'à la veille que quand les Français vont vendre la Louisiane, que le règne espagnol va finir. Mais c'est en Louisiane que vous retrouvez les cultures. Mais allez dans les colonies anglaises. L'anglicisation était trop forte. Voilà la difficulté qui ne permet pas d'individualiser. Mais il faut se baser sur les statistiques. Parce qu'à partir de 1776, au début de la Révolution américaine, on ne peut plus parler des importations d'esclaves. Donc, il faut se baser sur la démographie jusqu'en 1775. Si vous allez dans l'ouvrage de Ira Berlin, Slavery New York, publié en 2005, vous avez la carte démographique des colonies du milieu jusqu'au XVIIIe siècle. Près de 30%, ce sont des Bakongos. Bon, mélangés avec les Mbundu. Et c'est dans cette zone-là où il y a eu la bataille de Saratoga, la bataille de New York, la bataille de Monmouth, la bataille de Trenton. Quand on parle de la bataille de Monmouth, il y a eu un noir parce que les Anglais ont contrôlé pendant longtemps la zone de New York. Les Anglais ont quitté la zone de New York quand il y a eu la signature du traité de Paris de 1783 qui met fin à la guerre d'indépendance, des États-Unis. Il faut continuer, grand frère. Tu dis qu'il y a eu un noir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, ce noir? Il y a par exemple James Armstead. C'est lui qui a permis à l'Alliance franco-américaine de gagner la bataille de Yorktown. Ah ouais, on en a parlé. James Armstead. Ouais, on en a parlé. Et dans les colonies du milieu, dans le New Jersey, qui était également majoritairement Congo, parce que nous avons dans l'ouvrage de Maxime Lurie sur le New Jersey, il nous apprend que la majorité des Noirs qui travaillaient par exemple dans les mines de Schuller, dans le comté de Bergen, dans le New Jersey, ils étaient appelés des Congos. Quand vous lisez Graham Hodge, Root and Branch, c'est un ouvrage de Graham Hodge sur la population africaine de New York et New Jersey. Vous retrouvez la majorité Congo dans cet ouvrage-là, en New York et New Jersey. Et grand frère, j'ai une question. Moi, il m'est arrivé à l'époque d'aller souvent à Dallas, Texas, mais en traversant Oklahoma. J'ai été surpris, je le dis clairement, j'ai été surpris de discuter avec des natifs américains, donc des Indiens, qui avaient des noms Congo. J'ai failli péter un plomb. Mais Oklahoma... Non Congo, j'ai dit, tu es indien, il dit, oui, mais mon nom, c'est Isabelle, un nom Mozambique, et tout, un nom Congo. Ils sont liés, les Indiens, les esclaves de la Caroline du Sud s'échappaient en Floride. Or, la Caroline du Sud, 40%, c'était des Congos. Vous retrouvez les informations de la thèse de doctorat de Peter Wood. Cette thèse de doctorat a été publiée comme livre sous le titre Negro in Colonial South Carolina de Peter Wood. C'est une thèse de doctorat qu'il a publiée en livre. Et cette thèse de doctorat a été soutenue à l'université d'Harvard en 1974. C'est là où vous trouvez les statistiques de la population esclave de la Caroline du Sud. 40% c'était des Bakongos. Or, ils s'échappaient en Floride. Certains s'échappaient chez les Espagnols parce que les Espagnols accordaient la liberté à tous les esclaves qui devenaient libres. Mais d'autres s'échappaient chez les Indiens. Et il y a eu un mélange entre les Indiens séminoles de Floride et ces Bakongos-là. Ça donnait la race des Noirs séminoles. Mais au temps d'Andrew Jackson, il fallait déplacer ces Indiens-là parce que Andrew Jackson voulait utiliser les terres de la Floride parce que c'était des terres fertiles. Donc, on avait déplacé certains Indiens, on les avait envoyés à Oklahoma. Donc, les Indiens d'Oklahoma, là, ce sont des Indiens séminoles. Et certains Indiens séminoles sont venus ici, au Texas. Et ils sont enterrés à Bracketville. Il y a un cimetière des Indiens, des Noirs séminoles de Bracketville. D'autres se sont retrouvés au Mexique, on les appelle les Mascongos. Au Mexique, non loin de la frontière, oui, non loin de la frontière avec le Texas. Voilà pourquoi le mois prochain, je voudrais me rendre à Bracketville.
Voilà ce qui explique ce Congo-là à Oklahoma. Ils viennent de la Floride. Ah ouais, moi j'ai pété un plomb, ça remonte, je pense, ça remonte à 7 ans, j'ai pété un plomb. Il m'a donné son nom, j'ai dit, mais ça c'est un nom Congo. Je me suis dit, ok, donc là... Ses ancêtres viennent de la Caroline du Sud via la Floride. Donc, pour revenir à votre question, dans le comté de Momov, il y a eu une bataille, la bataille de Momov, la bataille de Trenton. Il y a eu un noir qui a contribué à la victoire des Britanniques. Il s'appelle le colonel Titus Tai. Ah, colonel Titus Tai. Il y a aussi un noir dans Nouvelle-Angleterre qui s'est évertué aussi dans le combat, qui s'appelle Salem Power. Et il y a eu Crispus Attucks, qui était l'un des premiers à tomber lors du massacre de Boston. L'armée britannique avait fusillé quelques rebelles, des militaires de l'armée continentale. L'un des premiers à tomber, c'était Crispus Attucks. Donc la problématique pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, l'anglicisation était tellement forte qu'on ne peut pas individualiser. La présence des Bakongo dans la guerre d'indépendance des États-Unis s'explique par la démographie historique des 13 colonies à la veille de la guerre, à la veille de 1776 dans les colonies du milieu. Ils étaient près de 30% dans les colonies du milieu. Bien que le nombre total des esclaves de l'Afrique centrale en Amérique du Nord, c'est 25%, mais y compris la Louisiane, y compris la Floride. Mais quand on va au milieu, New York, New Jersey, 30%. En Nouvelle-Angleterre, à peu près 20%. Dans la baie de Chesapeake, c'est aussi 20%. En Caroline du Sud, Georgie, c'est 40%. Donc, si on doit résumer, on peut dire que ces troupes africaines d'Afrique centrale ont contribué à la naissance des États-Unis. Oui, ils ont versé leur sang pour la naissance des États-Unis. Rappelez-vous de la lettre de George Washington au colonel Henry Lee III. Lettre qui se trouve dans l'ouvrage de Malcolm Josley qui a été publié à Yale University Press, où il dit que la victoire viendra chez ceux qui vont utiliser le plus rapidement les Noirs. Et aujourd'hui, on ne parle pas de James Armistead, qui était l'agent double de l'armée continentale, qui avait donné les informations, qui a conduit à la capitulation du général Cornwallis, qui a dirigé les troupes anglaises lors de la bataille de Yorktown, à l'issue de laquelle la guerre, en fait, l'armée de George Washington a gagné cette révolution, cette guerre d'indépendance, avec l'aide des Français et des Allemands. J'essaie de faire une lecture maintenant. Est-ce que, grand frère, est-ce que nous apprenons vraiment notre histoire? Parce que moi, j'ai toujours l'impression, c'est mon sentiment, je dis toujours que l'histoire, si on ne l'appréhende pas, si on ne comprend pas, on va la revivre ou on va la subir sous forme de comédie ou de tragédie. Est-ce que ça rentre pas dans l'imaginaire des gens, des personnes qui pensent que nous avons été utilisés pour toutes leurs guerres, que ce soit celle de la guerre d'indépendance, les guerres européennes. On a l'impression qu'on est toujours peut-être la chair à canon. Est-ce que c'est une mauvaise lecture ou c'est une bonne lecture? Bon, je pense que on nous a utilisé, faut d'abord voir le contexte, hein. Faut voir dans le contexte de la guerre d'indépendance, je pense que si j'étais à la place de ces noirs-là, fallait combattre pour retrouver la liberté, ils n'avaient pas le choix. Bon, ils n'ont pas tous été utilisés comme des chairs à canon, il y a eu bien des ingénieurs, tout le monde n'était pas au front. Moi, je pense que c'est un peu un habit de langage. Bon, voilà pourquoi je pose la question, parce qu'on parle de cette question-là. Non, c'est pas totalement ça.
Parce qu'il y a eu des Noirs qui ont été utilisés comme ingénieurs, d'autres comme dans le bâtiment. C'est pas tout le monde qui est au front. Vous avez bien vu qu'en Caroline du Sud, ils ont hésité à mettre des Noirs sur au front pour éviter qu'ils se retournent. La majorité de ces Africains qui ont été kidnappés durant le Congo, en fait, je veux dire que l'histoire en général, hein, je ne peux pas dire que c'est exact. On dit que c'était aussi des guerriers. Il y avait beaucoup de guerriers qui faisaient partie de l'armée du Royaume Congo. Oui, d'abord, vous savez que le Royaume Congo a connu près de 50 ans de guerre civile. Voilà pourquoi la plupart des Congos qui ont été réduits en esclavage, qui ont été vendus pendant la traite, c'est des prisonniers. C'est des prisonniers de guerre. Nombreux avaient une expérience militaire. Et quand vous lisez l'article du professeur Thornton sur les Noirs dans la Révolution haïtienne, il explique bien que il y a eu des études qui ont montré que, des témoignages des Portugais qui ont montré que la majorité des Congos qui sont arrivés à Saint-Domingue, ceux qui ont fait la Révolution haïtienne, ils savaient déjà manier une arme. Ils avaient déjà combattu dans des guerres en Afrique, même au Bénin. Ils savaient déjà utiliser une arme. C'était des vétérans qui ont été réduits en esclavage, des prisonniers de guerre. Est-ce qu'on peut faire des similitudes entre cette révolution haïtienne et la révolution et cette guerre d'indépendance américaine? Est-ce qu'il y a des similitudes? Ça n'a rien à voir. Bon, la similitude, c'est que la partie qui gagne le conflit pendant la révolution américaine, c'était se considérer comme étant oppressé. C'est la lutte, c'est une lutte pour la liberté des peuples. Parce que la révolution américaine aussi a une influence lointaine de la révolution américaine dans la révolution française. Parce que l'idéal, c'était la liberté. Ils ont renversé une monarchie. Ils ont mis fin au pouvoir d'une monarchie en Amérique du Nord. On va dépasser ça maintenant. Donc, une fois que voilà, les patriotes gagnent, que deviennent ces amis? Que deviennent ces Bakongo? Qu'est-ce qui se passe? Bon, tous les Noirs qui sont partis avec les Britanniques, ils sont restés libres. Hein? Aujourd'hui, en Sierra Leone, ils sont dilués dans la population qu'on appelle les Creoles. Et en Nouvelle-Écosse, tous ceux qui sont allés en Nouvelle-Écosse avec les Britanniques, ils sont restés libres jusqu'à la fin. Quand vous lisez l'histoire des Noirs en Nouvelle-Écosse, c'est des Noirs qui ont eu des propriétés. Ceux qui sont restés ici, certains ont été affranchis, certains ont été encore réduits en esclavage. Ceux qui sont restés nombreux, les affranchis sont restés dans la partie nord. Mais ceux qui sont restés en Caroline du Sud et en Géorgie, nombreux ont été réduits. D'abord, certains étaient restés encore dans l'esclavage, nombreux ont été encore réduits en esclavage. Voilà pourquoi le Sud n'avait pas aimé la proclamation d'Abraham Lincoln, ce qui a conduit à la guerre de sécession. Parce que c'était la clé économique, c'était les États qui vivaient de cette main-d'œuvre-là. Surtout en Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, il y a eu beaucoup de Noirs affranchis. Dans le Massachusetts, jusqu'à dans le Connecticut. Et donc, je veux bien comprendre. Donc, à cette époque, donc, les autres colonies qui ne faisaient pas partie des 13 colonies, il y avait aussi des esclaves là-bas, bien évidemment. Mais la Louisiane, bon, quelles colonies? Les colonies au niveau de l'Amérique du Nord, il n'y avait que 13 colonies. 13 colonies. Donc, Vous savez que quand vous prenez le Texas jusqu'en Californie, c'est des territoires qui ont été ravis après la guerre d'indépendance parce que les pionniers, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique avaient la vision d'étendre le territoire jusqu'au Pacifique. jusqu'au Pacifique.
Oui, ce qu'on appelle le destin manifeste. Il fallait étendre le territoire jusqu'au Pacifique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont racheté la Louisiane, ils ont ravi la Floride, ils ont ravi les territoires du Mexique pendant la guerre américano-mexicaine. Ils ont racheté l'Alaska, ils ont ravi les territoires français. Quand vous allez dans le Vermont, la capitale c'est Montpellier, tout ça c'était des territoires français. Jusqu'à dans l'Idaho, l'Iowa, c'était des territoires français. Oui, au Vermont, on parle français. Oui. Donc, il fallait étendre le territoire jusqu'au Pacifique. Et ça s'est fait à coup de négociations. Non, il y a eu des guerres. Ils ont racheté. C'est la Louisiane et l'Alaska qu'ils ont racheté. Le reste, ce sont des conquêtes. Il y avait une politique expansionniste. Est-ce qu'il y a d'autres contributions militaires et politiques du Bas-Congo dans l'histoire? Oui, bon, il y a une guerre dans l'histoire des États-Unis que l'armée américaine n'a jamais gagnée. C'est une guerre contre les Indiens, les guerres séminoles au 19e siècle. Il y a eu 3 guerres séminoles. Parce que autant, quand le président Andrew Jackson arrive au pouvoir, il fallait occuper la Floride. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Parce que les terres agricoles, c'était occupé par des Indiens. Il fallait déplacer les Indiens. Or, beaucoup des esclaves s'étaient réfugiés chez les Indiens. Et les Indiens ne voulaient pas quitter le territoire. Attends, quand tu dis les Séminoles, est-ce que ce sont ceux qui se sont mélangés au Bas-Congo ou juste des Indiens non mélangés au Bas-Congo? Non, ce sont ceux qui... il y a les Séminoles indiens et les Séminoles noirs. À l'époque de la guerre séminole, il y avait des Séminoles noirs et des Séminoles indiens. Donc, les Séminoles noirs et les Séminoles indiens, les Indiens normaux, se sont associés pour combattre l'armée américaine qui voulait les dégager. Pour eux, c'était leur terre. Et c'est ce qui est véridique. Donc, il y a eu une guerre, et le général qui conduit les troupes américaines en Floride, le général Thomas Jesup, dans son rapport au Pentagone, dira que ce n'est pas une guerre contre les Indiens, c'est une guerre contre les Noirs. Parce que c'était la cheville, le point de résistance, c'était les Indiens noirs. Et il n'y a jamais eu de cessation. L'armée américaine n'a jamais signé cette guerre n'est jamais terminée. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. L'armée américaine n'avait jamais gagné cette guerre. Donc en fait, elle a capitulé. Bon, pas officiellement, mais cette guerre n'a jamais pris fin. Si vous lisez l'histoire des guerres séminoles. Et même pendant la guerre américano-mexicaine, dans toutes les guerres qui ont suivi, il y a eu des Noirs qui ont participé. Là, les choses deviennent plus claires. On a une question d'une sœur ici, Ganga Asaka. Elle dit, est-ce qu'il a des informations sur la Caraïbe? Sois un peu plus précise, la Caraïbe, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu ici des mouvements de révolte ou bien de guerre contre le juge? S'il te plaît, sois un peu plus précise. Non, mais donc, les Séminoles, donc il n'y a jamais eu de cessation de feu. Oui, les cessations des hostilités. La guerre n'est jamais finie. Mais comment ça se fait qu'ils ont perdu leur terre alors? Mais les Séminoles, c'est une partie de la Floride, ils sont toujours dans une partie de la Floride. Ils ont toujours leur terre. Dans une partie, il y a des réserves Séminoles en Floride jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'une partie, on les a déplacés, ils sont à partir à Oklahoma, une partie venue au Texas, mais en Floride, actuellement, il y a des zones Séminoles. Ouais, donc là, ok, c'est la révolte des mouvements de population Congo. Oh, elle parle des mouvements de population Congo dans la Caraïbe. Oui, ben, je l'invite à lire mon livre sur les origines Congo d'Haïti, où ce sont les Congos qui ont fait la révolution haïtienne. C'est une révolution à 70% le Congo. Et la guerre d'indépendance de l'île de Cuba.
les indépendantistes cubains se faisaient appeler les Mambi. Les Mambi. Les Mambi. Et ils pratiquaient, la majorité, c'était des pratiquants du Palo Mayombe. Et le quartier général du général Antonio Macheo, l'un des leaders de la guerre d'indépendance de Cuba, son quartier général s'appelait El Congo. Le quartier général d'Antonio Macheo. Vous retrouvez cette information de la thèse de doctorat de Sylvie Bouffartig, intitulée Le roman des guerres de Cuba. Le quartier général du général Macheo s'appelait El Congo. Grand frère Hassan Ganga, il faut redire ça. Tu es allé trop vite. On va reprendre parce que c'est une information capitale. Donc à Cuba, ces combattants s'appelaient les Mambi. Les Mambi. 80, parce que l'armée de libération de Cuba était constituée à 80% des Bakongo. Et l'un de leurs chefs, Antonio Macheo, qui était métis, son quartier général s'appelait El Congo. Cette information se trouve dans la thèse de doctorat de Sylvie Bouffartig, intitulée Le roman des guerres de Cuba. Et elle déclare avoir tiré cette information dans des documents de celui qui était le secrétaire d'Antonio Macheo, qu'elle a retrouvé à Cuba. Et quand Fidel Castro, jusqu'à une certaine époque, les militaires cubains s'autoproclamaient avec fierté comme étant des Mambi. Et même quand Fidel Castro rentre dans Santiago de Cuba pour proclamer sa victoire contre Fulgencio Batista, il avait dit « Les Mambi sont rentrés dans Santiago de Cuba ». Et les historiens cubains le disent bien, mais Mambi, les historiens cubains, Michael Barnett, un historien cubain, disait Los esclavos Congo, que se llamamos Mambi, les esclaves Congo qui se faisaient appeler Mambi. Non les gars, mettez des likes, mettez des likes. Là on nous fait, c'est un vrai cours d'histoire qu'on nous donne, c'est des connaissances. Mettez des likes, ne soyez pas chiches, mettez des likes, c'est gratuit. Ça ne heurte pas, ça ne blesse pas. Maintenant, grand frère Hassan Ganga, on va essayer maintenant de dépasser cette guerre. Je sais que tu es en préparation de 2 documentaires, est-ce que tu pourrais en parler quand même, hein? Oui, je suis en train de préparer un documentaire sur la présence des Bakongo dans l'histoire militaire du Texas, où je parle des Séminoles noirs qui avaient été intégrés dans l'armée du Texas, qui ont combattu pendant des guerres ici au Texas, et qui ont été... Il y a un qui a eu l'une des plus grandes distinctions de l'armée américaine, et ils ont un cimetière à Brackettville. Donc nous devons nous rendre le mois prochain à Brackettville. C'est non loin de la frontière du Mexique, c'est après San Antonio. Et nous allons réaliser un documentaire sur la présence des Bakongo dans l'histoire militaire du Texas. Et certains de ces Séminoles noirs se sont retrouvés au Mexique. Nous allons aussi faire un documentaire à la Nouvelle-Orléans à Congo Square pour parler des origines Bakongo de la musique américaine. Parce que la musique américaine vient du jazz et du funk. Tout le monde a puisé dans le jazz et le funk. Ce sont des esclaves Congo qui sont à l'origine du jazz et du funk. Michael Jackson, tout ce monde-là, ils ont puisé dans le funk et le jazz. Toute la musique américaine, même une certaine musique anglaise. Des grands groupes. Même Elvis Presley, et je vous apprends que Elvis Presley, c'est un descendant des Mélangéons. Les Mélangéons, c'est un mélange des esclaves Congo de la Virginie avec des Indiens. Et ce mélange-là s'est mélangé avec des Blancs. Et les ancêtres d'Elvis Presley, ce sont des métis qui se sont mélangés encore avec d'autres Européens. Vous voyez, regardez les cheveux d'Elvis Presley, ce sont des cheveux noirs. Elvis Presley, c'est un Mélangéon, c'est un descendant de Mélangéon. Même le président Abraham Lincoln, regardez bien ses cheveux, c'est un descendant des Mélangéons. Je parle, en tant qu'historien, je parle sur la base des documents. Non, mais moi, dans mes recherches, pas en tant qu'historien, je sais que lui, il a été longtemps attaqué lors des campagnes présidentielles à l'époque, on le traitait de noir.
Abraham Lincoln, c'est un descendant des Mélandions. Les Mélandions, c'est un mélange des esclaves Congo de Virginie avec des Indiens qui se sont aussi mélangés avec des Européens. Même lui-même, même le grand, lui Armstrong, lui, il avait déclaré clairement qu'il était Congo. Oui, ça je le sais. Hein. Lui, Armstrong, ça je le sais. Nous allons en parler dans notre documentaire que nous allons réaliser à la Nouvelle-Orléans. Et nous allons réaliser un documentaire aussi à Fort-Mosé, première ville des Noirs libres de l'Amérique du Nord, parce que les Espagnols accordaient la liberté à tous les Noirs qui se réfugiaient sur leur territoire. Et ils vont constituer une ville qu'on appelait Fort-Mosé. Et c'est la première communauté des Noirs libres de l'Amérique du Nord. Pas de l'Amérique britannique, mais de l'Amérique du Nord. Est-ce que la majorité de ces esclaves qui se retrouvaient à Fort-Mosé venaient-ils tous en majorité de la Caroline du Sud? De la Caroline du Sud et la Géorgie. Or, les Espagnols les baptisaient, puisque la condition c'était d'être baptisé pour être libre. Le registre de baptême de Fort-Mosé se trouve à la cathédrale du diocèse à Saint-Augustine, Le registre est toujours là-bas. Et la majorité des origines ethniques indiquent aussi Congo. Et au laboratoire d'histoire naturelle de l'Université de la Floride à Gainesville, il y a des microfilms des prières Kikongo que l'on a retrouvés à Fort-Mosé, en Kikongo. Au laboratoire d'histoire naturelle de l'Université de Gainesville. Et ces microfilms sont même cités dans le livre de Jane Lander, intitulé Black Society in Spanish Florida. Black Society in Spanish Florida de Jane Lander, qui enseigne à la Vanderbilt University dans le Tennessee. Et que même là, je n'ai pas ça précisément, mais je sais qu'aussi, on peut retrouver aussi des traces d'eux qui vénéraient et qui chantaient en Kikongo, qui vénéraient Kimpavita. Oui, c'est possible, parce que Thornton, le professeur Thornton, on parle dans sa biographie de la prophétesse Kimpavita, qu'il a publiée à Cambridge University Press en 1998. Tout à fait. Bon, je pense que, confrère Arsène, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Est-ce que, toi, à ton niveau, tu penses qu'on n'a pas parlé peut-être de ceci? Bon, on peut pas, nous sommes déjà au temps requis. J'ai parlé de ça dans mes livres. Mon livre, Les origines Congo d'Haïti, a un chapitre. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo, vous aurez tous les livres pour les obtenir aussi. Dans les origines Congo d'Haïti, je parle de la participation des Congos dans les guerres d'indépendance de l'Amérique latine, même aux côtés de Simon Bolivar, et dans la guerre d'indépendance de Cuba. Bien dit. Et donc, confrère, moi, vraiment, ce fut un plaisir. Là, il y a tellement d'informations. Moi, pareillement, c'est un plaisir aussi de vulgariser parce que la mémoire c'est un produit consommable, hein, à travers le souvenir, et nous devons savoir que nous avons contribué à la naissance des États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Moi, c'est la raison pour laquelle je dis que on a été au centre de tout. Surtout, même dans cette civilisation occidentale, on a été au centre de tout. C'est juste qu'on a affaire à des fourbes, c'est tout. Et les grands frères, il faudra revenir parce qu'il y a d'autres thèmes que tu dois aborder. Il y a des thèmes en termes d'histoire, parce que ta connaissance est grande. On a toujours à apprendre, un peu grande, bon, c'est peut-être trop, mais on s'efforce à restituer. Je suis historien et je m'efforce à restituer le bout du passé que je juge vraiment nécessaire à faire connaître. En tout cas, parce que moi aussi, cette histoire de Rastafari, ça me parle aussi. Je veux comprendre pourquoi il a des origines pas Congo. Donc, pour appliquer. Nous avons même combattu jusqu'au Japon. Les Portugais ont ramené des Congo à Macao, jusqu'au Japon où nous avons combattu aussi. Donc, il y a beaucoup de contributions. Donc, grand frère, tu reviendras sur la chaîne avec un autre thème pour nous éclairer encore. Parce que, comme je dis, il ne faut pas, quand on a des frères comme ça, il ne faut pas s'en priver. Au contraire, il faut les épuiser, il faut essorer afin que notre mémoire reste vive et qu'on ait connaissance de notre histoire. Voilà, donc, grand frère, on est arrivé à la fin.
Ok, merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je pense que par le biais de Yenge Yenge, ils peuvent toujours chercher à me contacter s'ils ont des questions supplémentaires. En tout cas, je mettrai les liens, les livres pour les obtenir. Et je mettrai aussi la page Facebook si vous voulez directement accéder Oui, aux confrères et si vous avez des questions. Voilà. ok. Allez, à Merci. plus. Ok, au revoir. Ah.